Donc bonjour à tous et bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Éléonore Delalot, étudiante en M1 et présidente du Bureau du développement durable. Je serai l'animatrice durant cette table ronde qui touche au thème des politiques climatiques et notamment de leur futur. Je laisse Eh Ambre ben, se présenter. moi, je suis Ambre Badiquet, donc je suis étudiante en Master 1 à Toulouse Business School, membre du Bureau du développement durable et je suis la responsable de cette 15e édition. Et du coup, c'est moi qui m'occuperai du chat et qui poserai les questions à la fin pendant les 15 minutes. Voilà. Comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font maintenant partie des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente Monsieur Mauricio Bermudez-Neuber, qui est directeur principal dans la pratique de soutenabilité et de transition énergétique chez Accenture. Accenture, c'est un cabinet de conseil global sur dans la technologie et les services aussi professionnels. Et je vous présente également Monsieur Luc Rouge, qui est professeur d'économie à TBS et économiste de l'environnement. Sa recherche porte sur les politiques climatiques depuis de nombreuses années. Avant de commencer la table ronde, je vous demande de ne pas allumer vos caméras. Et la table ronde va se dérouler en deux temps, avec 30 minutes de questions-réponses et puis 15 minutes de questions que Ambre, du coup, récoltera dans le chat durant cette conférence et posera à la fin. Donc, on va tout de suite commencer avec la première question de cette table ronde. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des politiques climatiques dans le monde? Et après, on peut aussi se demander s'il en existe plus particulièrement en Union européenne. Je vous laisse la parole. Vous la posez à qui cette question? Ah bah, allez-y, Monsieur Rouge, vous pouvez répondre. Et puis, je pense que Monsieur Bermudez pourra peut-être compléter. Oui, alors oui, je peux, enfin, Monsieur Bermudez pourra m'interrompre à tout moment. Il existe des politiques climatiques dans le monde, ouais, et il en existe dans plein d'endroits dans le monde. Ça n'existe pas qu'en Europe. Euh, et elles sont en discussion aussi. Si vous faites une carte du monde, il y a une carte du monde qui est assez connue, qui est mise à jour régulièrement, où toutes les taxes carbone et tous les marchés de droit qui sont en activité dans le monde ou en préparation, qui ont été votés, qui sont en préparation, existent. Et on se rend compte que la carte du monde, elle est émaillée de petits points hein, où il y a des taxes carbone, il y a des marchés de droit, il y a des... Ah bah tiens, Bah voilà, c'est parfait. c'est ça? Ah bah, quelle complémentarité. C'est Bah, ça. vous voyez que, exactement, vous voyez, et c'est très frappant, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, ça c'est le... alors, c'est le... la preuve même, merci beaucoup, hein, c'est la preuve même de ce que je viens de dire. Il y a plein d'endroits dans le monde dans lesquels on a plein d'outils qui sont... Voilà, cette carte, elle est très parlante et plein de gens n'ont pas conscience de ça. Et ce qui est important, c'est les zooms qui font sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Asie. Il y a plein d'endroits où ces politiques sont en cours et où en prévision. Donc, à votre question, oui, il y a des politiques climatiques. Certaines sont très contraignantes. Par exemple, en Europe, on a le UETS, dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui est une politique climatique qui est de plus en plus contraignante, on a des taxes carbone, en France en particulier, alors, on pourrait s'interroger sur la, à quel point ce sont des politiques contraignantes. Elles ne sont certainement pas assez contraignantes encore, mais elles existent. Oui. Tout à fait d'accord avec tes commentaires, Luc. J'ajouterais ce que tu as déjà souligné en passant, qui est le fait que il y a déjà des politiques mises en place ou qui vont être mises en place bientôt. Cette carte, en effet, se concentre sur juste deux types principaux des politiques environnementales. Et celle qui met un prix sur les émissions carbone, sur les émissions des CO2, et notamment deux grandes types de réglementations, les ETS, donc les systèmes de quotas échangeables ou Emissions Trading Schemes dans le ETS, et en effet les taxes carbone. Il y a d'autres politiques environnementales aussi, il y a des standards, il y a des incitations à la recherche, mais même aussi, il y a des politiques, disons, négatives, puisqu'il reste dans le monde encore beaucoup de subventions à la consommation des combustibles fossiles, qui à leur tour sont des grandes sources, évidemment, des émissions des CO2 et d'autres gaz à effet de serre.
l'arrêt, l'enlèvement de ces subventions à la consommation des combustibles fossiles sont aussi une politique inverse, quelque sorte, environnementale. Ouais. Ou un autre exemple, c'est aussi les politiques d'incitation à la production des énergies renouvelables. Là aussi, c'est encore un autre exemple. Donc, il y en a plein de politiques qui soutiennent, qui incitent vers un système productif, vers des comportements des individus et des entreprises à un mode plus bas carbone. Et je pense qu'on va continuer à parler de cela et peut-être en rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, il faut juste pour Allez-y. rebondir. Enfin, les politiques climatiques peuvent prendre des formes très très différentes. Alors, pour bien des raisons, et notamment le fait que moi je sois économiste, j'ai tendance à privilégier, à croire plus dans des politiques qui me semblent les plus contraignantes et peut-être les moins coûteuses, ce sont des politiques qui vont passer par les prix, justement, et comme des taxes ou des marchés de droit. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres types de taxes, d'autres types de politiques climatiques, comme des transferts de connaissances, par exemple entre pays, des transferts de connaissances vertes, comme des standards. Par exemple, en France, on aime beaucoup les standards qui ont leurs intérêts. Hein. Des standards où on va interdire un certain type de moteur, on va interdire un certain type parce qu'ils sont trop polluants, on va interdire un certain type de technologie parce qu'elles sont trop polluantes, ou on va obliger les constructeurs de tel ou tel engin à utiliser une norme qui va être moins, dont l'impact climatique sera plus faible. Donc il y a plein de formats en fait de politique climatique. Oui, et en effet, est-ce que aujourd'hui on est en mesure de dire quel est le format le plus efficace qui va du coup avoir le plus d'effet? Alors, très brièvement, après je laisse la parole à Mauricio Bermudez. Euh, le, c'est un grand débat. Euh, euh, vous savez qu'il y a une commission citoyenne qui a travaillé sur le climat en France, par exemple. On a demandé à 100 citoyens tirés au hasard de travailler sur des recommandations. Et par exemple, il y a eu une défiance. Alors, vous savez que c'est public, hein, il y a eu les travaux. Ils prenaient 3 jours tous les mois, là, comme ça, pendant un certain temps, pendant un certain nombre de semaines. Bon, après, ça a été coupé par la crise sanitaire, mais il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été filmés. Et on a vu que cette commission euh, avait très très rapidement et de façon assez radicale éliminé des débats les questions qui avaient trait à la taxe carbone. Parce qu'il y a une partie des gens qui considèrent que une taxe carbone, ça a des défauts. Et de même façon, il y a des gens qui considèrent que des standards, ça a des défauts. Donc il y a un débat en fait sur l'efficacité des politiques climatiques, sur leur utilité, sur leur impact, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace? Encore une fois, hein, moi je suis économiste, j'ai une opinion sur ce sujet-là, mais elle n'est pas partagée par tous. C'est à chacun de se faire son opinion. Après, il faut avancer, quoi. Hein. Au bout d'un moment, il ne faut pas tergiverser pendant des heures. Au bout d'un moment, il faut y aller. En Europe, on a quand même une chance, c'est qu'on a le UETS, donc il y a un système de droit à polluer qui existe maintenant depuis pas mal d'années. Hein. Maintenant, ça fait 15 ans hein, on va commencer en 2021 la 4e phase. On a ce système qui fonctionne. Voilà, hein, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il faut y aller. Hein. Il est en place, il est déjà contraignant, il est de plus en plus contraignant. Voilà, il faut prendre ce qui est. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des effets complémentaires. Hein. C'est pas incompatible avec des standards, c'est pas du tout incompatible avec d'autres choses. Je pense que les politiques climatiques, il faut les allier. Mhm. Oui, oui, complètement d'accord avec les commentaires de Luc Rouge. Moi aussi, je suis économiste, mais praticien depuis bientôt 20 ans dans le secteur du conseil. Moi, je travaille avec la plupart des grandes entreprises intensives en énergie, intensives en émissions. Et un point de vue qui se développe depuis plusieurs années, c'est pas seulement les nôtres, ça vient aussi de la recherche et de l'académie. C'est très précisément ce que Luc vient de dire. Et c'est le fait qu'on a besoin, en fait, des
une suite, un éventail des politiques climatiques qui s'orchestrent, qui se complémentent efficacement entre elles. Donc, si bien je suis d'accord avec Luc Rouge que la taxation carbone, la mise en place des prix aux émissions de CO2, c'est un instrument efficace, flexible, intéressant. Surtout les systèmes des quotas échangeables, ils ont beaucoup des attributs très intéressants pour les entreprises qui permettent la flexibilité intertemporelle, qui permet de faire un planning pour les investissements à base carbone, ce qui est plus difficile avec une taxe. Il y a beaucoup des attributs intéressants de ce système-là. En plus de cela, c'est un instrument qui fait des incitations sur les marges, sur les comportements marginaux, la comparaison des options dans la marge. On a aussi besoin, comme Luc dit, pour certaines options, par exemple pour l'installation des lumières LED, aujourd'hui, à très bas prix. On n'a pas besoin d'un prix carbone pour inciter les gens à changer les ampoules incandescentes aux LED. D'un autre côté, il nous faut développer, je l'ai sur l'écran ici, ça c'est une base de données de l'Agence internationale de l'énergie sur les différents types de politiques climatiques et environnementales. Et vous pouvez trier par type de politique et vous voyez que monde, bien au-delà du graphique qu'on a montré tout à l'heure, il y a une énorme liste de politiques sur toutes ces thématiques-là. Mais donc, ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui, on a eu très rarement aujourd'hui, et peut-être l'Union européenne, c'est l'endroit au monde où on se rapproche le plus de cela, c'est d'avoir une politique énergétique, climatique intégrée, où on a les incitations à la marge comme les prix, le EU ETS, le marché des quotas échangeables, où on a des standards pour changer des comportements sur les choses qui sont faciles à changer, où on a des incitations à la recherche, à le développement et le développement sur les technologies futures qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont très coûteuses aujourd'hui, comme par exemple le nucléaire deuxième génération, comme par exemple la capture et séquestration des émissions de CO2. C'est des technologies dont on va avoir besoin si on va atteindre les objectifs de l'accord de Paris, de limiter la hausse des températures au plus bas que 2 degrés, et idéalement à 1,5 degré vers la fin du siècle. On va avoir besoin de tout cela. Et en effet, je juste mettre l'accent une fois de plus, pour être vraiment effectif, il faut des politiques qui se coordonnent entre elles et pas un menu de politiques qui sont indépendantes mais qui ne se parlent pas entre elles. Je me permets juste d'ajouter un point, juste pour situer l'échange qu'on a. En amont de ça, il y a où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va éventuellement limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici quelques décennies. Il faut bien comprendre que il y a plein de bonnes nouvelles dans le monde, plein de bonnes nouvelles qui sont, par exemple, le fait que les énergies renouvelables et propres ont eu des gains de productivité considérables. Aujourd'hui, le kilowattheure produit de façon verte, maintenant, il est plus bas que jamais. Et ça, c'est une immense bonne nouvelle. Donc, on a il y a plein de choses qui ont tendance à nous rasséréner. Mais dans le même temps, ne nous mentons pas, on est au pied d'une montagne. Ce qu'on doit faire pour éviter, bon, je vais peut-être employer des mots un peu dramatiques, mais donc c'est ma vision en tout cas, mais pour éviter un désastre, ce qu'on doit faire est colossal. Et pour atteindre cet objectif d'éviter des catastrophes, une catastrophe climatique, ce qui reste à faire est colossal. La question, c'est comment est-ce qu'on va y arriver? Alors évidemment, on a besoin de tout. On a besoin de tout, mais on a aussi besoin de contraintes. Et quand on parle de politique climatique, on parle de ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour dire on ne va pas juste compter sur le changement de mentalité des citoyens, le changement de mentalité des consommateurs, le changement de mentalité des dirigeants d'entreprise, etc. On ne va pas compter juste là-dessus parce que ce sera peut-être pas assez. Et j'ai même envie de dire ce sera sûrement pas assez. Qu'est-ce qu'on fait pour contraindre aussi un peu au cas où les entreprises, au cas où ça suffirait pas? Et il faut mettre en place des politiques publiques qui vont pousser, qui vont
essayer de tirer un peu, pousser ou tirer, hein, peu importe de quel côté on se situe, mais qui vont pousser le business, l'activité économique, les entreprises, les organisations de façon générale, à infléchir leur mode de gestion et de production. Et ce qu'on est en train de dire là depuis 5 minutes, c'est que il n'y a certainement pas une solution. La taxe carbone mondiale uniforme, elle n'existera pas. Ou en tout cas, on est loin de ce qu'elle existe un jour. L'ETS mondial, le système de permis mondial, on en a déjà un européen, c'est déjà presque, un exploit, hein, qu'on ait un système européen sur l'Union européenne, c'est déjà pas mal, hein. Mais qu'on en ait un mondial, c'est quasiment impossible. On n'aura pas des standards mondiaux sur telle ou telle technologie. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs politiques climatiques qui se complémentent et comme le disait Mauricio Bermudez, et il le dit bien mieux que moi, qu'elles soient complémentaires, qu'elles soient coordonnées. Voilà. Essayer de les coordonner. Et justement, sur toutes ces politiques climatiques, qu'est-ce qu'en pensent les entreprises? Comment est-ce qu'elles réagissent, Monsieur Bermudez? Euh, il- je commencerai par dire peut-être qu'il y a tout un éventail des réponses en fonction de de quoi on parle quand on dit les entreprises. D'un côté, il y a les grands groupes économiques, les entreprises multinationales cotées en bourse. Et d'un autre côté, il y a aussi les petites entreprises très locales et juste avec quelques employés. Donc, peut-être si je réponds d'abord par rapport au premier groupe, et puis évidemment tout l'éventail et diversité des entreprises entre ces deux extrêmes. Donc, si je réponds d'abord pour ces grands groupes qui sont responsables, disons-le, dans leur ensemble une partie importante des émissions globales, tant en fonction des émissions créées à l'amont de leur activité par leur chaîne d'approvisionnement, tant par leurs opérations et ces activités productives, tant que par les produits et services qu'elles créent et qui sont utilisés par d'autres entreprises et par les consommateurs. Sur ces trois domaines-là, les entreprises multinationales sont responsables de beaucoup d'émissions. Et donc, ces grandes entreprises cotées en bourse, avec des grandes marques très visibles au public, avec des investisseurs qui mettent leurs capitaux, qui investissent, qui ont des actions, qui sont propriétaires de ces entreprises. Donc là, au cœur de ces entreprises sont en train de réagir très rapidement face à ça, et encore ça change selon le secteur. Disons que, si on peut le dire assez rapidement, tout ce qui est, par exemple, Danone, Unilever, L'Oréal, toutes les entreprises qui sont très face au public, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils ont déjà établi des stratégies, des programmes, des actions visant la réduction des émissions CO2 et sur tous les domaines, sur leurs opérations directes, mais aussi la réduction des émissions dans leur chaîne d'approvisionnement, la réduction des émissions créées par la distribution et utilisation de leurs produits. De l'autre côté, disons, de l'éventail, c'est plus récemment que les entreprises énergétiques, pétrole, gaz, ont vraiment commencé à changer. Mais là, on constate un changement qui s'accélère très rapidement, et peut-être plus accéléré de ce côté du monde, en Europe, qu'aux États-Unis ou qu'en Asie. Mais on est en train de voir que par les biais de la pression, et il y a une pression qui arrive de plusieurs directions, mais une partie très importante, c'est les investisseurs. Les investisseurs pressionnent ces entreprises à changer de direction.
Et donc, du coup, on voit Total en France, on voit BP, Shell en Angleterre et aux Pays-Bas, Repsol en Espagne et Eni en Italie, tous entreprises, gros groupes pétroliers qui, dans leur ensemble, Equinor en Norvège, qui sont en train tous de dire, OK, on va changer notre modèle d'exploitation des gaz et pétrole et on va commencer vraiment à investir dans les énergies renouvelables. C'est comme Luc l'a dit très bien, on est au pied de la montagne encore. Les investissements, la quantité d'énergie produite par ces groupes par rapport à ce qu'ils produisent encore au niveau des gaz et pétrole reste petit, mais ils commencent à les faire. Je crois que ça va venir plus tard pour les autres géographies. Et disons que pour les autres secteurs, dans la minerie, dans la sidérurgie, le ciment, tout ce qui est aussi intensif en énergie, il y a un peu la même histoire. Pour d'autres secteurs, peut-être, en fait, on constate sur tous les secteurs, cette activité commence. Microsoft a promis récemment de devenir une entreprise négative carbone, c'est-à-dire que non seulement ils vont réduire les émissions, ils vont créer plus de réductions de ce qu'ils créent eux-mêmes par leur activité économique. Je laisse à Luc la parole et pendant qu'il répond, je vais juste vous mettre un diapo qui montre juste les noms des logos des entreprises qui ont promis de devenir consommateurs que d'énergie renouvelable à une date limite. Chacune met une date limite différente, 2023, 2025, 2030. Mais toutes les entreprises que vous allez voir ont déjà mis des objectifs pour être des utilisateurs 100% énergie renouvelable à cette date limite. Oui, moi je vais juste meubler pendant que Mauricio Bermudez met sa diapo. Il y a deux écueils, je pense. Il y a deux écueils. Enfin, quand même un mot. C'est pas moi qu'il faut écouter sur ces questions, hein. C'est Monsieur Bermudez, hein, parce que je ne sais pas si les gens qui nous entendent ont bien compris que Monsieur Bermudez, il travaille avec ces gens-là. Et depuis, comme il le disait, 20 ans. Le temps le temps est cruel, mais ça fait pas mal d'années qu'il travaille nuit et jour. Dans le conseil, c'est nuit et jour en général, avec ces gens-là et avec des très très grands dirigeants. Donc, quand il dit ces choses-là, c'est pas un ressenti, quoi. Ce sont des faits. Il y a deux écueils, je pense. Il y a un premier écueil, c'est penser comme on le pensait peut-être il y a 10 ans. Ouais, de toute façon, les boîtes, c'est du greenwashing. Bon, de toute façon, le climat, elles s'en moquent, hein, pour être poli. Et faut pas rêver, les boîtes, elles vont. La donne est beaucoup plus complexe, hein. La donne est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Et les entreprises, que ce soit par la mentalité de leurs dirigeants, que ce soit par les exigences de leurs consommateurs, en particulier en effet quand elles sont face au grand public, que ce soit par d'éventuelles exigences des investisseurs qui se disent attention, le risque climatique, c'est pas rien, et que ce soit parce que les régulations et donc les politiques climatiques les y contraignent, elles sont en train de bouger. Il y a plein de boîtes qui sont en train de bouger. Et l'autre écueil, le deuxième écueil, c'est de penser que c'est suffisant. Parce que c'est vrai que, évidemment, il y a plein de boîtes qui sont en train de bouger. Le seul truc, c'est que pour l'instant, c'est pas assez. Et donc, on a encore besoin de politique pour infléchir encore la machine et pour pousser, parce que, évidemment, ce qu'on attend de nous, pour garder la métaphore de la montagne, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui est attendu de nous, et quand je dis nous, c'est entre guillemets l'humanité, hein, c'est toute l'activité humaine, ce qui est attendu de nous sur les décennies à venir est colossal et inédit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une révolution qui est bien supérieure à la révolution industrielle en termes de changement, en termes de basculement vers quelque chose de neuf. Il faut que ça change de façon radicale. Donc, évidemment, c'est très rassurant et c'est très encourageant de voir le transparent qui est sous nos yeux. Je le découvre moi aussi. C'est vrai que c'est assez effarant. Et dans le même temps, c'est indispensable et il faut accélérer, hein, Oui. me semble-t-il. Oui, Luc, et c'est presque parfait on n'avait pas vraiment planifié cela, mais j'ajoute une autre transparent pour illustrer le point de nous sommes au pied de la montagne. Concentrez-vous peut-être plus sur la gauche. C'est une diapo en fait que je vais présenter plus tard un grand client, un grand producteur, pardon, des
produit intermédiaire dans les chaînes de production de nourriture. Donc, c'est un fournisseur d'un Danone, d'un Unilever, une boîte que vous connaissez pas, peut-être qui s'appelle Kerry, mais c'est un acteur mondial des produits, de consommation intermédiaire dans la chaîne des aliments. Et on parle à 200 de leurs cadres pour leur motiver. Et ils ont déjà des ambitions carbone. Ils ont mis un objectif 2030 de réduire, 2050, pardon, d'être net zéro à 2050. Et ils ont un objectif intermédiaire de réduire de 30% à 2030. Et tout cela est nécessaire pour les graphiques. Cette graphique que je vous montre ici à gauche, ça c'est les sentiers des réductions des émissions. On est aujourd'hui en 2020 à 45 gigatonnes de CO2 équivalent. Donc, c'est la façon dont on mesure l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, c'est CO2, mais d'autres gaz à effet de serre aussi. Et il nous faut passer des 45 gigatonnes à net zéro en 2050. Net zéro, ça ne veut pas dire qu'il faut passer à zéro. Ça veut dire qu'il va y avoir quelques émissions encore positives, mais il va falloir aussi un ensemble d'émissions négatives, des enlèvements des émissions de l'atmosphère pour compenser les émissions positives qui restent. Et donc, comme dit Luc Rouge, ces sentiers, il est très impressionnant. Il nous faut réduire dès la moitié en 10 ans, ou plus de la moitié en 10 ans à peu près. Bon, il y a des rangs, mais pour être sur ces sentiers-là, et 20 ans plus tard, il faut arriver à cette position de net zéro si on veut rester, si on veut prévenir que le réchauffement ne dépasse pas 1,5 à 2 degrés zéro, à 2 degrés Celsius. Ce qu'on demande, c'est pourquoi on appelle, pardon Luc, la dernière chose, c'est pour ça qu'on appelle cette décennie la décennie de l'action. Si on ne commence pas les changements radicaux aujourd'hui, on va être dans un monde avec des températures qui dépassent les 2 degrés et ça ne va pas être très agréable. Et justement, vous évoquez tous ces enjeux, mais on peut se demander comment est-ce qu'on y arrivera à y faire face sans sobriété, comment est-ce qu'on va remettre en cause un peu tous nos comportements. Il y a quand même une grande interrogation là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu pour répondre à ça? Peut-être, Monsieur Bermudez, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, donc sur ces points-là, on discutait un peu récemment avec Luc Rouge, donc je sais qu'il a une opinion très intéressante ici aussi. Donc, mon point de vue, c'est il nous faut un cercle vertueux. Je ne veux pas dire qu'on est dans un cercle vicieux aujourd'hui, mais on est en train de commencer le cercle vertueux, mais le cercle vertueux est composé des consommateurs, des politiques et des entreprises et les investisseurs. Il nous faut que nous, en tant que consommateurs, nous changeons nos habitudes, nous demandons aux entreprises, nous favorisons les produits qui ont des faibles empreintes carbone, les services et les biens et les services qui ont des bons attributs pour le développement durable. Donc, il faut qu'on change, nous, notre façon de consommer. Et non seulement et ça passe aussi par abaisser la température de nos maisons et appartements, pas utiliser les transports publics, nous mobiliser sur des moyens électriques, etc. Donc, il y a un besoin qu'on change vraiment nos façons de consommer. Mais ce n'est pas que notre responsabilité. Je ne veux pas dire que c'est la responsabilité des consommateurs. Quand les consommateurs font cela, les entreprises réagissent. Mais aussi, en tant que consommateurs et citoyens, il faut aussi voter. Il faut voter pour les politiciens qui veulent mettre en place des politiques plus agressives pour arriver à cela. Donc, les consommateurs envoient des signaux aux entreprises, ils envoient des signaux au gouvernement. Le gouvernement, il faut qu'il mette en place des politiques plus agressives parce que les entreprises, de leur côté, ils ont besoin de ces cadres réglementaires, des prix carbone plus élevés, les incitations à la recherche et développement dont on a parlé, les standards pour changer les choses faciles à changer. Donc, les entreprises ont besoin des règles du jeu, de ces cadres réglementaires, et il nous faut des cadres réglementaires plus agressifs de la part des gouvernements.
Et à leur tour, les entreprises, il faut qu'elles aussi investissent dans l'innovation, développent des produits avec des empreintes, des produits et services avec des empreintes carbone et des impacts écologiques plus faibles et qui mettent ces objectifs et qui exécutent sur ces objectifs. Et ainsi, les investisseurs, les assureurs, les banques, il faut qu'ils changent la façon dont ils investissent. Donc, ils calculent les prix des assurances, donc, comme ils gèrent leur portfolio pour donner des signaux aux entreprises qu'ils n'ont pas prêt, et ça arrive aujourd'hui déjà un peu, mais il faut plus, ils sont pas prêts à avoir dans leur portfolio des entreprises polluantes. Donc voilà, donc, si il faut mettre en place ce cercle ou accélérer ce cercle vertueux, et je crois que c'est ça qu'il nous faut si on va parvenir à arriver à 1,5 degrés Celsius. Luc? Peut-être que vous pouvez donner votre avis là-dessus aussi, Monsieur Rouge. Oui, disons que entre 2020 et 2050, si on regarde le graphique que nous avons sous les yeux, la différence entre les deux, à mon sens, hein, c'est une révolution en fait. C'est une révolution industrielle, entre guillemets. C'est une révolution dans nos modes de production et nos modes de gestion. Une vraie révolution. À la différence des révolutions que nous avons connues dans le passé, celle-là, elle est contrainte. Elle n'advient pas d'elle-même. C'est à nous de la créer. Donc il faut décider qu'on révolutionne nos modes de production, qu'on révolutionne la façon dont on va fonctionner. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Et je pense que personne ne sait. Et j'ai un peu peur. Mais ça, c'est pas la bonne réaction. La réaction, c'est d'agir, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? C'est ce que disait Mauricio Bermudez. On est tous concernés. Consommateurs, citoyens, entreprises, gouvernements. Il faut tous bouger en même temps et si possible dans le même sens. Et maintenant, il faut bouger maintenant. De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin que tout le monde change son mode de fonctionnement. On ne peut plus prendre l'avion de la même façon. On peut plus se déplacer de la même façon. On peut plus se chauffer de la même façon. On peut plus produire de la même façon. On peut plus. Et voilà. Et on peut plus. Il faut que l'offre politique sur ces questions soit beaucoup plus étoffée, beaucoup plus complète. On a besoin d'avoir des choses. On a besoin de culture aussi, parce que une grande partie du grand public, quand on parle des électeurs et des consommateurs, a une connaissance un peu fruste de ces questions-là. Et il faut que le travail que vous faites est, je pense, très intéressant, ces tables rondes, il faut que les gens comprennent mieux ces enjeux. Donc il faut se former, il faut apprendre, il faut développer sa compréhension et sa connaissance de ces sujets-là. Et on a besoin d'innovation aussi. Ça, c'est l'un des trucs les plus fondamentaux. On a besoin d'innovation parce que le mode de production, quand on était en 2050, là, avec net zéro, là, avec les zéro émissions, voire des émissions négatives, ce mode de production, on l'entrevoit, mais on ne le connaît pas encore. On ne sait pas exactement comment on va y arriver. On a besoin d'innover. Donc, il est fondamental, un des maîtres mots sur toutes les questions climatiques, c'est qu'on a besoin d'innovation. Et comment est-ce qu'on innove? Voilà, il faut se former, il faut étudier, il faut chercher, il faut comprendre, il faut. Mais là encore, cette révolution n'aura lieu, à mon sens, que si nous avons des contraintes. C'est-à-dire, moi personnellement, je ne fais pas confiance, enfin confiance, le mot est mal choisi, mais je ne crois pas que chacun se disant, oh quand même, c'est trop dangereux là pour nos enfants, nos petits-enfants, puis nous même dans le futur, on a un risque climatique qui est trop fort. Je vais m'acheter au moment d'acheter une voiture, c'est un investissement quand même considérable, c'est quand même très cher une voiture. Au moment d'acheter une voiture, je vais quand même prendre une hybride ou une électrique, parce que quand même, c'est difficile ce choix-là. C'est quand même difficile. Il vous reste quelques minutes pour conclure avant qu'on passe aux si questions. l'électrique, je termine ma phrase. Si l'électrique, elle est moins chère que la thermique, si elle est moins chère, alors peut-être que je vais acheter une hybride. Si elle est moins chère et si elle revient moins chère, peut-être que là. Et de la même façon, j'ai une voiture, j'ai une vieille diesel qui pollue, mais elle fonctionne encore. Qu'est-ce qui fait que je vais la balancer puis je vais prendre autre chose qui va moins polluer? Là aussi, c'est une question de prix. Et voilà, faut renchérir de façon le plus fort possible tout ce qui crée des émissions de gaz à effet de serre et essayer justement de rendre plus rentable, de rendre plus intéressant tout ce qui est climato-friendly. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. Maintenant, on va passer au temps des questions. Je les invite à les poser dans le chat et je vais laisser la parole à Ambre.
pour les premières questions. Alors, on a pas mal de questions. Donc, je vais commencer avec la première question qui a été posée au début par Myriam qui demande à Luc Rouge si vous connaissez le marché des droits pour les gaz à effet de serre en Californie et si vous pouvez nous en parler. Oh bah oui, franchement, c'est pas moi qu'il faut poser la question, j'ai un peu honte. Je peux en parler un peu, mais il y en a un qui connaît quand même beaucoup mieux que moi, c'est Monsieur Bermudez. Oui, je le connais. Bah, il y a des marchés de droit. Aux États-Unis, il y a un marché en Californie. Ouais. Il y en a un aussi dans le nord-est américain qui est sur les centrales américaines. C'est toujours des cap and trade. Alors, je vais me taire parce que j'ai honte d'en parler devant quelqu'un qui le connaît pour l'avoir expérimenté bien mieux que moi. Je pense qu'il vaut mieux poser la question. Mais oui, c'est un marché qui est comparable dans sa conception à l'EUETS. C'est le même principe. C'est le même principe. Euh, Après, il est plus local, mais il faut bien comprendre que la Californie, c'est comme un énorme pays, hein, donc c'est un marché qui est quand même très contraignant. Je laisse Monsieur Bermudez en parler. Il est bien plus docte que moi sur la question. Je pense que tu l'as bien couvert. Luc, c'est un marché, c'est un système de quotas échangeables créé par une réglementation qui s'appelle AB32. Et comme beaucoup de tests dans le monde, évidemment, en effet, comme Luc a dit, il y a un autre au nord-est des États-Unis qui s'appelle RGGI. C'est des systèmes où on crée une offre, une demande. L'offre, c'est des quotas qu'on octroie aux entreprises par des divers mécanismes d'assignation. Et puis, la demande, on permet l'échange de ces quotas. Il y a un marché qui naît, il y a un prix qui se développe. Et donc, les entreprises ont la flexibilité de réduire leurs émissions en interne ou d'acheter des crédits, des assignations sur le marché. Donc, c'est pourquoi ça permet aux entreprises une grande flexibilité. C'est aussi efficace parce que la plupart des réductions sont normalement faites aux sources les moins coûteuses. Donc, les entreprises qui trouvent cher de réduire achètent sur le marché. Les entreprises qui sont efficaces et qui ne trouvent pas cher de réduire réduisent en interne et vendent des assignations. Et on a dans l'ensemble un contrôle sur la quantité des émissions qui ont été réduites. Voilà. Et l'idée, c'est que souvent les gens comprennent mal ces marchés de droit. Le principe est de rendre la pollution coûteuse. On rend la pollution coûteuse. C'est ça que ça fait. C'est comme une taxe carbone. On rend l'activité de polluer qui ne l'était pas avant, on la rend coûteuse. On la rend coûteuse et sur les marchés ETS, j'ajoute, Luc, absolument, et on contrôle la quantité Ouais, des bien sûr, émissions. bien Donc, sûr. ça permet d'atteindre ces objectifs de Paris, ces objectifs de réduction. On fixe la quantité des quotas en fonction des objectifs de réduction. Donc, on la rend coûteuse et on contrôle le Voilà. volume des émissions. D'accord. Et toujours Myriam qui demandait, qui voulait savoir si, Monsieur Bermudez, vous pourriez nous donner des exemples d'actions climatiques d'entreprises que vous accompagnez avec Accenture. Ah, on ne vous entend plus. Oui, Pardon. Je vais utiliser les diapos que je vais utiliser plus tard, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous me permettez 2 petites minutes, Bien sûr, allez-y. là, il y a quelques exemples. Euh, donc, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'activités là-dessus. Là, donc, encore, c'est juste quelques exemples. Et là, les exemples que vous avez sur l'écran, c'est quelque chose de très intéressant qui est en train de développer et dont on va avoir très besoin dans le futur. Et c'est la coopération entre les chaînes de valeur des différentes entreprises. Donc, si je peux vous mettre, par exemple, un exemple proche de la France, à droite, L'Oréal, Total et Lanzatech. Lanzatech, c'est une entreprise qui absorbe du CO2 de l'environnement pour créer des combustibles synthétiques. Donc, en fait, les carburants, c'est des molécules de carbone, d'hydrogène la plupart, ça s'appelle des hydrocarbures. Donc, si vous absorbez
du CO2 de l'air, vous avez la partie carbone, vous mélangez ça avec de l'hydrogène produit avec électricité renouvelable, vous pouvez créer des combustibles synthétiques. Avec un combustible synthétique, vous pouvez faire des plastiques. Donc voilà, L'Oréal, Total, Lanzatech sont en train de créer les premiers systèmes d'emballage, de packaging qui est produit dont la matière première, c'est du carbone capturé par l'industrie. Donc, en fait, on va pas utiliser des matières premières qui ont déjà du carbone en le sortant de la terre, comme on fait aujourd'hui. On va donner une deuxième utilisation à ces émissions carbone pour produire des matériaux. Donc voilà un exemple assez intéressant. Une autre sur laquelle on est en train de travailler à présent, c'est une collaboration entre Equinor, les pétroliers norvégiens, Total aussi, Shell et d'autres, ainsi que des entreprises qui font l'incinération des déchets et des entreprises qui font la production de ciment pour créer tout un écosystème industriel où on va capturer les émissions CO2 et on va utiliser les réseaux de transport de hydrocarbures sur des puits qui ont été épuisés, des puits offshore, des champs de production offshore qui ont été épuisés. On va utiliser des bateaux qui ont été réaconditionnés pour cela, un système des gazoducs qui ont été réaconditionnés à cela pour capturer le CO2 et les injecter et les capturer pour toujours sur des anciens puits de gaz et pétrole. Donc là Juste encore, oui, Luc. une parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas. CCS, c'est Carbon Capture and Storage. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de réduire nos émissions. Il y a une façon, c'est de réduire les émissions en n'émettant pas. Et après, il y a une autre façon qui est de dire on émet, mais au moment de l'émission, à la sortie de la centrale, par exemple, on va capter, et ça c'est un procédé industriel qui existe, on capte les émissions, on va capter le carbone pour éviter qu'il parte dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'on en fait? Bah, la question, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, ce que présente Mauricio Bermudez, c'est on peut l'utiliser industriellement, reproduire avec, ce qui est quand même très nouveau, hein, ça c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Il y a d'autres façons, c'est de le réinjecter dans les fonds marins ou de le réinjecter dans d'anciens gisements d'hydrocarbures qui ont été épuisés, donc qui sont entre guillemets vacants. Donc il y a plusieurs façons d'essayer. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce carbone pour qu'il ne parte pas dans l'atmosphère? Et donc ça, c'est la technologie de la capture et de la séquestration du carbone. Et on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de cela dans le futur si on arrive effectivement à cette net zéro 2050 dont on a parlé. Et je vous donne juste rapidement, pour laisser la place à d'autres questions, dans une autre partie totalement différente du monde de business, là plus proche des produits de grande consommation. Si vous regardez juste en bas à droite, bon, déjà, c'est important de dire, même après Covid, notre recherche montre que les entreprises veulent investir sur des produits services plus verts et que les consommateurs sont toujours disponibles à payer des prix plus élevés pour des produits soutenables. Donc, même malgré la crise économique, il y a un changement des valeurs des consommateurs et donc les entreprises répondent. Budweiser, une bière américaine vendue au Royaume-Uni, va être, suite à un grand succès que cela a eu aux États-Unis, va être produit 100% avec énergie renouvelable. Et ils mettent donc sur l'emballage, voilà, cette bière a été produite qu'avec de l'énergie renouvelable. Ou encore Brewdog, qui est une boîte très intéressante. Ils ont vraiment super localisé toute leur chaîne d'approvisionnement pour minimiser les émissions de la chaîne d'approvisionnement pour produire leur bière. Et cette bière, elle est carbone négative carbone. Et c'est là grâce au fait que les installations des Brewdog, ils ont, avec les succès de leur marque, investi dans une nouvelle forêt. Donc, ce n'est pas une forêt qui existait. Ils ont en train de créer une nouvelle forêt qui capture du CO2, qui capture plus que l'ensemble de leur activité économique. Donc, c'est un produit qui non seulement est neutre carbone, il est négatif carbone. Très bien. Ambre, peut-être d'autres questions? Oui, ouais, il y en a plein d'autres. Et Amandine m'a signalé qu'on pouvait un peu dépasser, que c'était pas grave.
Alors, il y a Mathieu qui souhaiterait savoir quel est le rôle du Haut Conseil pour le climat en France. Verra-t-on un impact positif venant de leurs travaux par rapport aux futures décisions? Et il Tu n'a veux y pas aller? précisé à qui il le posait. Donc, ouais, soit Vas-y, Mathieu, vas-y. Je te soit laisse y Maurice. aller. Allez-y, monsieur Bermudez. Ah non, pardon, j'ai toussé, excusez-moi, je pense que c'est peut-être, je ne suis pas très bien placé pour répondre à cela, malheureusement. Je ne sais pas si Monsieur Rouge, vous avez Oui, un bah, avis? oui, bah, oui, ça, ça, ça s'intègre dans une politique qui est beaucoup plus globale. Il y a la commission carbone, il y a d'attribuer une valeur tutélaire au carbone qui a été inscrite maintenant dans la politique française avec le paquet climat-énergie. Euh, tout ça, ça existait avant, mais ça a été formalisé avec l'accord de Paris. Et c'est l'idée de trouver tous les instruments complémentaires pour essayer de réduire nos émissions de carbone. Euh, En France, on a plein de composantes de notre politique publique qui essayent de limiter nos émissions. Vous savez qu'il y a une composante de la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, qui relève de la taxe carbone. Donc une partie des produits carbonés en France sont taxés, ce que les gens comprennent mal. La grande difficulté qu'ont des institutions comme ça et des politiques de ce type, c'est l'acceptation publique. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé là dans nos échanges, mais il y a une grosse question, c'est l'acceptabilité. Donc, la- tout ce qui va être décidé par la Convention citoyenne, par la Commission carbone, par tout ce qui va être décidé, la question après, ça va être comment ça va être accepté par le grand public. Et on a quand même un exemple d'il y a moins de 2 ans qui nous dit ça passe pas toujours très bien hein, quand on a voulu augmenter. Alors je ne sais pas si ça a été très bien présenté, je ne sais pas si ça a été très bien. Bon, on pourrait rentrer dans le détail. Je suis pas forcément, je suis pas un politologue, hein, donc je n'ai pas forcément un avis très pertinent. Mais en tout cas, j'observe que l'augmentation des taxes sur l'essence, ça passe mal. Hein, au moins à court terme, pour l'instant, ça passe très mal dans l'opinion publique. Donc c'est difficile à mettre en œuvre. Donc la question se pose de l'acceptabilité des politiques climatiques et comment est-ce qu'on les accompagne. Si on augmente les taxes si on augmente les taxes sur l'essence, par exemple, bah, quelles taxes on baisse? Quelles autres taxes on baisse? Ou qu'est-ce qu'on fait des revenus supplémentaires? Enfin, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Donc, c'est une chose, c'est de décider où est-ce qu'on va, de décider des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 2030, à 2050, moins 40%. Donc, on progresse hein, malgré tout. On progresse, et notamment les pays de l'Union européenne ont pas mal progressé. Après, au bout d'un moment, plus ça va devenir contraignant, plus il va falloir avoir une acceptation de la part du grand public, et notamment quand ça touche les prix payés par les consommateurs, et quand ils n'ont pas le choix parce qu'après, on a toujours le choix de prendre une bière à 100% énergie renouvelable ou une bière pas à 100% énergie renouvelable. Au bout d'un, sur sur une taxe carbone, par exemple, là, on n'a plus le choix, quoi. Quand toutes les essences sont taxées, bon, ben, on n'a plus trop le choix. Là, on peut avoir des problèmes d'acceptabilité sociale. Mhm, effectivement. Du coup, on a encore d'autres questions. Myriam qui aimerait savoir votre avis sur le nucléaire face à l'urgence climatique. Est-ce que, leur point de vue, est-ce que votre point de vue sur le nucléaire a-t-il changé? Euh, Elle n'a pas précisé, donc je pense qu'elle voulait savoir Mauricio, votre avis à vous deux. ouais, Mauricio commence. Euh, moi, je réponds, je pense, très rapidement. Mon avis est que c'est tellement urgent et on a tellement peu de temps et la révolution est à une échelle tellement importante qu'il nous faut toutes les cartes, tous les atouts qu'on a sous la main. Le nucléaire a ses propres problématiques qui sont loin d'être résolues. Mais à l'échelle à l'échelle des réductions dont on a besoin, euh, euh, je trouve personnellement que le nucléaire est indispensable. Et donc, en même temps reste à voir dans le sens où reste à voir si on va avoir besoin
dans le sens où la réduction des émissions, la réduction des technologies renouvelables comme l'éolien et l'éolien offshore, l'éolien maritime, les batteries, etc., ont tellement réduit depuis les derniers 10 ans et sont attendus d'encore réduire. Là, les photovoltaïques, les solaires photovoltaïques va être énergie presque gratuite dans 10 à 15 ans. Gratuite dans les coûts marginaux. Il y aura un coût d'investissement, évidemment, mais les coûts unitaires vont être proches de zéro. En fait, on se demande si on aurait besoin finalement du nucléaire ou si on aura d'autres moyens d'énergie à grande échelle, par exemple l'hydrogène, avec des impacts écologiques moindres que les déchets nucléaires. Mais pour l'instant, mon opinion, c'est on a besoin de toutes les technologies qui réduisent les émissions et le nucléaire, c'est une de ces technologies. Oui, je vais dans le même sens, évidemment. Le seul truc, c'est que quand on remplace les énergies fossiles par le nucléaire, on remplace un problème par un autre problème. Bon. Et cet autre problème, il est peut-être moins urgent. Bon, je sais pas. Mais enfin, c'est terrifiant aussi le nucléaire, hein. Alors, après, je suis assez d'accord pour dire que c'est certainement indispensable. Mais de là à dire que c'est l'énergie du futur, bon, voilà, il y a un pas que je ne franchirai pas. Je ne pense pas que ce soit l'énergie du futur, mais elle est là et elle peut peut-être nous sauver sur une question, elle peut peut-être nous aider à nous sauver sur l'urgence climatique. Après, qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces machins-là qu'on produit non, mais va falloir être bon aussi sur le nucléaire, hein. Et le nucléaire est une technologie qu'il faut aussi. Alors, on va croire que je suis un fou de la taxe et un fou de la réglementation, mais il faut le réglementer, c'est mal dit, mais il faut le contraindre, hein. C'est une énergie polluante, hein, le nucléaire. C'est très polluant. C'est pas une pollution climatique, mais c'est une pollution qui fait très très peur. Je parle même pas des catastrophes, hein. On est tous traumatisés par Tchernobyl, hein, il y a quelques mois, parce qu'on s'en souvenait, mais bon, enfin moi, ma génération, on s'en souvient, mais bon, c'est une bonne piqûre de rappel. Mais je parle même pas des catastrophes, je parle juste que quand ça fonctionne, ça produit des déchets qui sont archi problématiques et dont on ne sait pas du tout. Et puis vous imaginez la durée de vie, là, ça renvoie. Donc bon, le nucléaire, ouais, je suis beaucoup plus rasséréné quand on parle de. Bah, on n'aura sûrement pas le choix, hein, mais c'est vrai que quand on parle d'éolien, de solaire, d'hydrogène, bon, c'est pas exempt de tout défaut, mais c'est quand même. On a la sensation, moi je suis pas un expert de cette question-là, mais j'ai la sensation que c'est plutôt ça les énergies de demain. Enfin, je l'espère en tout cas. D'accord, merci. Ensuite, on a Myriam qui voudrait savoir si Monsieur Rouge et Monsieur Bermudez, vous avez pu étudier les propositions démocrates lors de la campagne américaine cette année concernant la politique climatique et qu'est-ce que vous pourriez en dire si tel est le cas? Moi, je connais bien je connais bien la proposition de Trump. Je connais pas bien celle de Biden, en fait, très honnêtement. C'est plus facile, hein. C'est bien plus facile. Je peux pas dire que je la connais très dans le grand détail, mais c'est un pas en avant énorme par rapport au cas échéant. En fait, la proposition de Biden, c'est un peu, il y a un peu la saveur de ce qu'on parlait au départ de notre échange aujourd'hui. C'est un menu d'instruments. Donc, il n'y a pas un seul instrument. Il ne propose pas une ETS nationale. Il ne propose pas une taxe carbone. C'est un éventail des mesures qui se complémentent entre elles avec un composant prix carbone. Donc, c'est très bienvenu. Et notamment, en plus de cela, il a déjà dit qu'une des premières choses qu'il ferait, c'est réintroduire les États-Unis à l'accord de Paris, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, les États-Unis ont officiellement quitté hier l'accord de Paris, puisque c'était la date limite avant laquelle ils ne pouvaient pas légalement, selon la loi internationale, quitter l'accord de Paris. Donc hier,
pure coïncidence que c'était le même jour que les élections américaines. Et ils ont quitté l'accord. S'il y en a une présidence, une administration Biden aux États-Unis, ils reviennent à l'accord de Paris. Et bon, si le Sénat est républicain, ce qui semblerait être le cas, peut-être ça sera moins ambitieux que la politique qui a été mise sur la plateforme électorale des démocrates, mais on pense que ça devrait quand même avancer. Je ne sais pas si, Luc, tu veux ajouter à ça. Non, 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 mais là, c'est ce que tout le monde sait. Si on n'est pas climato-sceptique, c'est sûr que la politique de Trump n'est pas un progrès, hein. Voilà. J'ai dit quelque chose de qui a fait une grande révélation pour tout le monde. Alors, ensuite, on a une question de Océane qui, comme vous avez parlé de politique environnementale coordonnée, se demande s'il faudrait aussi une coopération entre les entreprises et que deviendrait la notion de concurrence si c'est le cas. C'est une super question. Et donc, les deux exemples, je me permets de sauter à répondre. Les deux exemples dont on a parlé tout à l'heure, L'Oréal avec Lanzatech et Total, et ainsi la coopération pour la capture de carbone en mettant ensemble l'incinération des déchets, la production de ciment et des anciennes infrastructures de production de pétrole et gaz, sont des exemples des coopérations industrielles. D'autres exemples, si vous voulez regarder, regardez par exemple Engie, les grands groupes énergétiques français qui coopèrent avec Anglo-Américain, un producteur de minéraux global, et pour la production des photovoltaïques et d'hydrogène in situ pour faire que ces énormes camions que vous avez peut-être vus, qui font 2 étages de hauteur, pour qu'ils opèrent à 100% avec de l'hydrogène et des énergies électriques. Et là encore, un exemple de vraiment intégration multi-entreprises pour atteindre de la réduction des émissions. Moi, je pense, et je voudrais le dire avant, et je remercie la question parce que ça permet de souligner le point. Je pense qu'une partie, si on va atteindre cette révolution dont on a évoqué déjà plusieurs fois, il faut passer à un autre mode d'échange économique. Et cet autre mode, je pense que ça sera, il va falloir passer à un mode plus coopératif et peut-être relaxer ou réviser, regarder qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on appelle concurrence et qu'est-ce qu'on appelle coopération. Et donc, par exemple, aux Pays-Bas, il y a déjà une loi qui a été changée qui enlève les contraintes antitrust, là où la coopération est visée pour réduire les émissions. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de cela. Ok, merci. On a encore 4 questions. Il est midi, on va essayer de se dépêcher pour pas trop dépasser. Il y a Théo qui souhaiterait savoir, est-ce que vous pensez que le capitalisme et la politique durable, c'est vraiment compatible? Donc répondre rapidement là-dessus, c'est peut-être un peu compliqué, mais... Petite question pour la fin. Luc, tu veux commencer ou moi Non, mais déjà rapidement. il faut définir ce qu'est le capitalisme. Oui. Souvent, c'est difficile à définir. Souvent, on a à l'esprit le capitalisme, c'est quelque chose d'un peu hybride et pas très clairement. Alors, la question à laquelle on peut répondre facilement, c'est est-ce que c'est compatible avec l'économie de marché? Alors, est-ce que c'est compatible avec l'économie de marché? Je pense que oui. Et de toute façon, les outils les plus contraignants sont des outils justement qui s'adressent au marché. C'est-à-dire que les politiques climatiques telles qu'elles sont définies aujourd'hui dans le monde et les politiques les plus ambitieuses, les politiques climatiques les plus ambitieuses sont justement celles qui disent, bah voilà, on a des économies de marché. Alors, bon, le marché est plus ou moins présent hein, selon les pays, mais enfin, si on prend l'économie mondiale, on est quand même dans une économie de marché. Et justement, c'est pour ça qu'on utilise des prix. On utilise des prix. Une politique de taxe carbone ou un ETS, c'est justement une politique qui va prendre le prix et qui va essayer de le modifier pour distordre les comportements.
Donc, je pense que c'est compatible. Je ne vois pas en quoi une économie centralisée, enfin, historiquement, les économies centralisées ont jamais fait preuve on va dire d'efficacité environnementale. Ok, merci. Alors, peut-être encore une dernière question. Il y a Ounia qui demande le scénario négawatt est-il réaliste? Et elle n'a pas précisé à qui ça s'adressait. Donc peut-être C'est Monsieur Mauricio Roux, qui est le si plus vous pertinent avez, là-dessus. Non, ou, enfin, ou Mauricio, peut-être Bernie. plus. Euh, plus- bon, les négawatts parlent d'après ma compréhension du terme, c'est en fait les épargnes dues à l'efficacité énergétique. Donc, les négawatts, il y a plusieurs études qui ont quantifié les négawatts disponibles dans l'économie, dans des économies nationales ou mondiales. Et ça parle en fait, on peut beaucoup encore améliorer l'efficacité énergétique. Donc, c'est parce qu'un watt, c'est une unité des consommations énergétiques, et donc négawatt qui dit, bon, on réduit la consommation. Et ça existe tant dans l'industrie, il y a encore beaucoup de inefficacités. Donc, si on réduit la consommation énergétique et la consommation et les énergies sont basées sur des combustibles fossiles, on va réduire les émissions. Euh, Au sein des industries, il y en a beaucoup à faire. Au sein des immeubles, il y a beaucoup à faire. Je crois que dans leur ensemble, les immeubles sont à peu près responsables direct et indirectement de 40% des émissions à effet de serre globalement. Et il y a des énormes gains disponibles avec l'isolement, avec les doubles vitrages, avec des pompes à chaleur, etc., etc. Il y a un énorme potentiel de réduire les émissions par des interventions d'efficacité énergétique. Les scénarios négawatts, il faudra peut-être nous préciser l'organisme. Il y a beaucoup de scénarios. Hein. Je ne les reconnais pas comme un des scénarios, par exemple, de l'Agence internationale de l'énergie ou les conseils mondiaux de l'énergie ou d'autres qui sont connus pour leur scénario. Ok, Peut-être, oui. ben, Oui. Vous voulez si ajouter vous quelque avez chose? encore un dernier truc à ajouter, peut-être, je ne sais pas. Non, non, justement, j'abonde encore une fois dans le sens de ce qui vient d'être dit. Les, les- les possibilités de réduire les émissions, on parle toujours de l'intensité énergétique et de l'intensité en carbone. En gros, c'est combien on va émettre pour produire une unité d'énergie ou combien on va utiliser d'énergie pour produire 1 dollar ou 1 euro de PIB. C'est ce genre de métriques-là, selon les secteurs d'activité, selon les technologies, selon les endroits dans le monde, il y a des choses où on peut faire des progrès immenses. Et après, il y a des endroits où on a déjà pas mal progressé, ou bien la technologie est telle que, enfin, la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est telle que les possibilités de faire de gros progrès sont à ce jour faibles. Donc, ça pose encore la question de l'innovation. Il y a une question d'uniformisation sur les technologies dans le monde. L'idée, c'est que toutes les technologies vertes se répandent, de façon à ce que déjà tout ce qu'on peut faire soit fait. Tout ce qui peut être fait à faible coût soit fait, ce qui n'est pas le cas encore. Hein. Comme c'était dit par M. Bermudez il y a une demi-heure, il y a encore des endroits où on subventionne les énergies fossiles. Donc, il y a encore des gros progrès à faire. Et après, il y a d'autres endroits où il va falloir investir, il va falloir innover, il va falloir progresser parce que c'est de plus en plus coûteux d'améliorer. Enfin, l'image standard, c'est quelque chose que connaît beaucoup mieux Mauricio Bermudez que moi, l'image standard, c'est vous avez une usine, une unité de production. Première chose, c'est que vous allez mieux isoler. Vous allez commencer à éviter un certain gaspillage et tout ça, ça vous fait être beaucoup plus vertueux
d'un point de vue climatique et d'un point de vue des émissions. Puis après, plus vous avez isolé, plus vous avez machin, plus il va falloir avoir des investissements coûteux pour améliorer votre performance climatique, c'est-à-dire qu'il va falloir changer votre source d'énergie, il va falloir avoir peut-être une technologie différente, et plus on va aller, plus on va être vertueux, plus les progrès vont être coûteux. Mais c'est pas parce qu'ils sont coûteux qu'il faut pas les faire. Mais c'est là que ça va demander de l'innovation, ça va demander d'avoir une meilleure productivité des technologies, productivité en termes climatiques. C'est là qu'il va falloir progresser. Et c'est là que on a besoin, voilà, encore une fois, d'innovation, de recherche et développement, tout reste à faire. D'accord. Ben, merci beaucoup à vous deux pour être intervenus et nous avoir partagé votre expertise. Ben, les années se terminent. En tout cas, la première partie de la 15e édition se termine maintenant. On est ravis ben, qu'il y ait eu autant de monde et que malgré le contexte sanitaire, on ait pu réaliser cet événement. Et donc, ben, je vous dis à une prochaine, au 1er avril, où la deuxième partie normalement de la 15e édition se déroulera en présentiel, on l'espère. Et voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Merci aux Bermudez et Monsieur organisateurs, Rouge. merci aux intervenants, merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Monsieur Bermudez.